Donc je continue ma promenade en Bretagne et Natacha a la gentillesse de m'amener dans le golfe du Morbihan. Dans le golfe du Morbihan qui est, paraît-il, un des plus beaux golfes du monde avec le golfe de la baie d'Along. C'est classé dans les plus belles baies du monde, Ouais. comme la baie d'Along. Mais il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres. On n'est pas trop narcissique ici. Vous avez tort, c'est bien d'être narcissique. En tout cas. Donc je suis à Vannes et j'attends Natacha qui souhaite compléter le dossier qu'elle avait déjà commencé. Je crois qu'elle arrive. Des trucs, elle va peut-être rappuyer. Bonjour Natacha. Bonjour Jean-Charles, tu es là? Mais super, parce que j'avais des questions, figure-toi. Eh bien allez, viens, Ouais. assieds-toi à côté de moi. Ok. Bonjour à tous, vous reconnaissez Natacha. Bonjour Natacha. Bonjour Jean-Charles. Donc Natacha m'a régulièrement appelé pour créer un dossier au sujet des pervers narcissiques et je vous ai envoyé donc les vidéos que j'en ai extraites. Et Natacha m'a dit, mais j'ai encore des questions à te poser parce que je crois qu'elle souhaite ajouter, c'est ça, tu souhaites ajouter dans ton dossier des vignettes cliniques. Oui, et je me suis interrogée sur le clivage. L'identification projective, ce sont des choses que tu as bien étudiées et que moi je ne connais pas. Et je pense que vous, c'est pareil. À mon avis, c'est pas très clair. Les deux sont liés. Mais d'abord, il faut bien comprendre qu'est-ce que c'est que le clivage, qu'est-ce que pourrait être la dissociation du moi et quelles sont les angoisses que cela entraîne. Donc, clivage du moi et clivage de l'objet. D'abord, le clivage du moi. Pour comprendre le clivage du moi, imaginez, vous êtes en voiture, vous vous faites arrêter par la police et vous aviez roulé un peu vite ou vous avez pris un apéritif qui s'est un peu prolongé. Donc vous avez peur. Mais devant le policier, vous n'allez pas le montrer, vous allez être tout en séduction. Donc il va y avoir, si vous voulez, une partie du moi qui a peur et une partie du moi qui montre autre chose et qui est en séduction. On pourrait prendre le même exemple, si vous vous présentez devant un futur employeur, vous avez très peur de ne pas être embauché, vous avez le trac, mais vous ne voulez pas que cela se voie, et vous entrez là encore en séduction. C'est à peu près le même exemple. On a le moi est coupé en deux, le moi qui a peur et le moi qui entre en séduction. Ça reste assez facile à comprendre, et c'est assez conscient. Mais ce clivage peut être beaucoup plus massif. Souvent, on me dit les narcissiques ont une très haute image d'eux-mêmes. Et en fait, je crois que c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'au plus on a une défaillance à l'intérieur, au plus on manque de confiance en soi, au plus on va avoir envie de montrer à quel point nous sommes extraordinaires. Et on le voit quelquefois, pour certains en tout cas, l'écart est extrêmement grand entre l'image qu'ils ont, qui est plus ou moins consciente d'eux-mêmes, qui ne valent rien, et eux qui expliquent à quel point ils sont des gens formidables. Donc on voit que ce clivage, à un moment donné, peut devenir pratiquement inconscient. Dans les cas les plus graves, et là on s'approche de la psychose, on est même entré dans la psychose, là, le clivage du moi peut même devenir dissociation du moi. On a ce cas qui est mis en exergue par le roman de Stevenson, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, où le Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est une même personne, mais les deux personnalités ne se connaissent pas. Alors cela peut générer une angoisse très forte qu'on appelle angoisse de dissociation. Qu'est-ce qu'une angoisse de dissociation ? Eh bien, imaginez que l'on vous dise « hier soir, tu as fait quelque chose qui était vraiment très mal et vous ne vous en souvenez pas ». Et puis on vous le répète 2 fois, 3 fois, plusieurs fois. Au bout d'un moment, vous allez générer une angoisse. Se pourrait-il qu'à mon corps défendant, je sois capable de commettre des choses que normalement je ne ferais pas, qui sont même contraires à mes valeurs. Voilà l'angoisse de dissociation. Alors maintenant, nous avons parlé du clivage de l'objet et qui peut répondre à cette angoisse de dissociation. Imaginons maintenant que nous formions, grâce à un exercice de fusion, c'est ce que j'ai décrit, séduction, entrée en fusion, isolation, on crée un couple fusionnel. Toi et moi ne faisons qu'un. Et à l'intérieur de ce couple-là, va se jouer le clivage. C'est plus le clivage du moi, c'est le clivage de l'objet couple, si vous voulez. Je suis le bon Dr. Jekyll et tu es le vilain Mr. Hyde. Et ce mouvement donc d'identification, de clivage de l'objet et d'identification projective va permettre d'abaisser grandement l'angoisse du sujet qui l'utilise. Voilà pourquoi on trouve donc dans mes explications et dans les mécanismes de défense que je montre s'agissant des mécanismes de défense pervers narcissiques, le clivage du moi et le clivage de l'objet. Voilà, j'espère que ça répond un petit peu à votre question. Donc on en profite avec Natacha pour visiter Vannes. Et là, tu voulais montrer la porte de prison ? La porte prison, oui, parce alors... qu'il y a un petit passage sur le côté où on amenait les prisonniers.
Ça te Ah fait oui, penser à oui. quelque Bah, chose, bon, moi, hein. ça me fait penser à la fusion des débuts de la relation avec quelqu'un qui emploie massivement des mécanismes de défense pervers narcissique. Allez, montre-nous cette porte de prison. La porte prison, c'est celle-ci. Ouais, c'est vois la petite porte là. La petite porte. Et là, moi j'espère que vous n'êtes pas embarqué dans des mécanismes de défense pervers narcissiques, parce que là, je vous jure, c'est un peu impressionnant quand même. Hein. Ah ouais. Ça me fait penser au pont des Soupirs à Venise, où les prisonniers passaient un pont pour entrer en prison dont ils ne savaient pas s'ils sortiraient un jour, et au milieu du pont, il y a une fenêtre. Et quand ils arrivaient sur cette fenêtre, ils poussaient leur dernier soupir. Oh. Ouais, le pont des Soupirs. Le pont des Soupirs. Ok, montre-moi d'autres choses. Donc nous continuons notre promenade ici dans Vannes avec Natacha qui me montre là Les remparts. c'est les remparts de la ville. Ouais, c'est les remparts de la ville de Vannes. Alors c'est intéressant, on peut faire le parallèle si tu veux entre ces remparts qui sont, faut reconnaître, c'est magnifique. J'aime bien cette ville et les mécanismes de défense, parce qu'un rempart c'est quoi sinon un mécanisme de défense qui est censé protéger, je sais pas, des sauvages. Ouais, ça protège de quoi du coup? Ces mécanismes de défense pervers narcissique. Ah, c'est intéressant. Le pervers narcissique se protège de lui-même. Ouais. Un mécanisme de défense, il faut bien comprendre ce que c'est qu'un mécanisme de défense. Un mécanisme de défense, c'est quelque chose d'inconscient qui protège d'une pulsion. C'est pas quelque chose qui est censé nous protéger de l'extérieur. Il existe d'autres mécanismes de défense. On pourra faire, si vous le voulez, une vidéo au sujet du parexcitation, par exemple, qui protège de l'extérieur, donc des stimuli exogènes. Les mécanismes de défense nous protègent de notre intérieur. C'est-à-dire, si j'ai envie d'agresser quelqu'un, je vais utiliser un mécanisme de défense qui va faire que, par exemple, je vais le culpabiliser pour justifier mon passage à l'acte, ou que je vais aller casser une assiette pour ne pas lui casser la tête à lui, tu vois. C'est ça un mécanisme de défense. Donc en fin de compte, il me protège de moi, il protège de mon intérieur. C'est donc une sorte de, pour reprendre ton analogie avec les remparts, c'est Oui. donc une sorte de rempart contre des pulsions que les Intérieur, endogènes, que les pervers narcissiques, enfin ceux qui mobilisent, qui utilisent Ouais. massivement des mécanismes de Ouais, défense pervers ouais. narcissiques, ne savent pas vivre, ne savent C'est pas. ça, ils ne c'est savent ça. pas les vivre, mais nous aussi nous employons des mécanismes de défense. Mais ils ne sont pas forcément pervers. On y reviendra si tu veux là-dessus. Moi j'avais envie qu'on revienne donc, dans le droit fil de ce que nous venons de voir. Là nous avons parlé du clivage. Et le clivage entraîne, c'était ça ta question, une identification projective. Donc je vais vous donner quelques exemples pour que vous compreniez mieux qu'est-ce que c'est qu'une identification projective. L'identification projective est un mécanisme de défense qui fait que l'on va projeter dans l'autre quelque chose que l'on ferait bien de reconnaître en soi. Il s'agit, dans le cadre du clivage de l'objet, de l'attribution à l'autre d'une part que l'on ferait bien de reconnaître comme étant sienne et qui serait à ce moment-là insupportable. Marc et Sophie prennent un apéritif à la terrasse d'un estaminet. À ce moment-là, passe une jolie jeune femme avec un grand décolleté. Marc en est troublé. Immédiatement, il se retourne vers sa compagne et lui dit « Tu sais, je vois ton côté séducteur et je veux que tu saches que je n'ai pas vraiment confiance en toi. » Ce qu'il projette dans sa compagne lui permet de se désangoisser de ce qui aurait pu être une culpabilité au vu de ses valeurs propres. C'est-à-dire que le trouble qu'il a ressenti pour la jeune femme qui passait est contraire aux valeurs qu'il ne cesse de prôner, de mettre en avant. Ce qui est dommage, c'est que lorsqu'il exporte son conflit intérieur, très souvent cela marche. C'est-à-dire que sa compagne, Sophie, se demande qu'est-ce qu'elle a bien pu faire pour le mettre dans cet état. À aucun moment, il ne lui vient à l'esprit qu'il vient de projeter en elle quelque chose qui l'habite lui. C'est pour ça qu'il est important de prendre conscience de ces mécanismes de défense, et notamment de l'identification projective. Parce que, à partir de là, si Sophie avait compris cela, elle comprendrait que quand son ami lui dit « je n'ai pas confiance en toi », cela revient à dire « tu ne devrais pas avoir confiance en moi ». Et ça, c'est très soulageant pour la victime de comprendre ces mécanismes de défense, car ça lui permet d'abaisser sa propre culpabilité. Elle tente de se corriger. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour le mettre dans cet état ? Alors qu'en réalité, elle n'a rien fait. Ça lui appartient complètement à lui. C'est tout l'intérêt de l'étude des mécanismes de défense pervers narcissiques. Il est important que le conflit revienne à celui qui l'a mis en place. En tout cas, Natacha, j'espère que ces petites entrevues entre nous t'ont permis d'écrire un bel article que tu vas pouvoir mettre donc dans ton magazine Infinité.
Je vous dis à bientôt. C'est l'heure de la pause, Jean-Charles. Mais écoute, on est en Bretagne, je vais manger une crêpe. Ok. Après, j'aimerais que tu m'emmènes au bord de la mer et puis qu'on essaye de faire la conclusion de cette vidéo. Ok, avec joie. À tout de suite. À tout de suite. Donc nous continuons notre promenade en Bretagne, moi je découvre. Et là, Natacha me montre la baie du Morbihan, Le golf. le golfe du Morbihan, qui est, paraît-il, une des plus beaux golfs du monde, à l'identique de la baie d'Along. Pas tout à fait. C'est classé dans les plus belles baies du monde. C'est ce que je viens de Voilà, dire. comme la baie d'Along. Voilà, c'est ce qu'il vient de dire. Hein. C'est ce que je viens de dire. Narcissisme dépassé, là, on est clairement dedans. Jean-Charles. L'identification projective. Donc enfin, toute plaisanterie mise à part, j'espère que vous avez compris le principe du clivage et du clivage de l'objet, de l'intérêt des identifications projectives qui permettent d'échapper à une angoisse de dissociation et de projeter sa mauvaise part dans l'autre. Mais tout ça n'a pu se faire que parce qu'à l'origine, il y a une relation fusionnelle. Ah oui, c'est ça, oui. Ouais. On avait parlé de cette fusion-là qui est un peu particulière quand même entre des Oui. pervers narcissiques Oui, et sa victime, et alors qu'on retrouve ce mécanisme de fusion dans le début d'une relation normale. c'est-à-dire que dans toute relation amoureuse, enfin pas toute, mais la plupart du temps dans une relation amoureuse, effectivement, on va créer une fusion, Ouais. et ça n'est pas forcément une fusion perverse, je vous rassure. Alors comment on distingue Alors entre, comment distinguer ouais. la relation perverse, la fusion perverse, pardon, d'une fusion amoureuse tout simplement. Ouais, la fusion toxique d'une D'accord. relation, d'une fusion Ok. classique. Ouais. Et qu'est-ce qui va se jouer à l'intérieur de cette fusion toxique? Donc ce que je te propose, Natacha, c'est que nous fassions une autre vidéo, parce que je crois que celle-ci est suffisamment complète, dans laquelle nous allons parler de fusion amoureuse et de fusion pathologique ou toxique. Ok. Et nous verrons comment cette fusion pathologique peut tenir du fait de la paradoxalité. Et je pense que tu me poseras la question à ce moment-là, quelle différence entre paradoxe et Oui, paradoxalité? j'étais déjà en train de me la poser, bien évidemment, comme vous, j'en suis sûre. Voilà. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir d'être ici avec toi. Je trouve ta région très très belle. Et ben écoute, je te dis à très bientôt pour cette nouvelle vidéo. Ça marche. À bientôt. Au revoir. Au revoir.